Alors justement, à la lumière du débat parlementaire qui se profile, Jean-Frédéric Poisson, est-ce que quand on est opposé à la réforme des retraites, il faut se dire, bon, bah maintenant ces paroles justement aux députés, aux sénateurs, et plus à la mobilisation dans la rue? D'abord, moi je suis très content comme francilien d'avoir pu prendre le train ce matin depuis Rambouillet pour venir jusqu'ici aujourd'hui, et ça c'est vrai que c'est une amélioration notable. Maintenant je partage l'avis de mon collègue, l'opposition ne cessera pas, il y aura encore des manifestations sans doute, et puis elles rythmeront le débat parlementaire comme c'est le cas dans ce genre de circonstances. Pour qu'il y ait un débat parlementaire, faudrait-il encore qu'il y ait un texte. Il y a un texte, il a des trous. Non, mais entendons-nous. Il y a un texte dont le Conseil d'État considère qu'il n'est pas juridiquement fiable, qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour l'examiner, que l'étude d'impact ne sert à rien, qui ne contient aucune espèce de mesure de financement précise. Donc je ne sais pas sur quoi l'Assemblée nationale va débattre, ce qui est quand même un problème. Alors c'est pas la première fois que ça arrive. La majorité actuelle n'a pas de monopole ni l'apanage de ce genre de situation. Néanmoins, sur un projet de cette importance, sur lequel le gouvernement et sa majorité n'ont toujours pas réussi à expliquer à chaque Français ce qui va lui arriver, à quelle sauce il ou elle va être mangée, si je peux dire ces choses ainsi. Et donc il ne faut pas s'étonner que, quand on additionne l'inquiétude de chacun et chacune d'entre nous sur son propre avenir, plus le fait que le texte soit aujourd'hui indébattable, pardon, je ne sais pas de quoi le Parlement va débattre, pour être clair, à part le fait qu'il faut réformer les retraites. Ok, et une fois qu'on a dit ça, c'est même l'article avant l'article 1, avant de la discussion générale, c'est pas un débat parlementaire. Je ne vois pas comment l'inquiétude pourrait, ou l'opposition à ce texte, à cette réforme pourrait diminuer dans la mesure où précisément il n'y a pas d'éléments concrets qui permettent à cette inquiétude de diminuer. C'est quoi, au pas de charge, c'est ce qu'on entend, c'est partager ce constat, Jean-Frédéric Poisson? Enfin, qu'on engage des réformes compliquées en allant vite quand il s'agit de décider de trancher, c'est pas choquant. Comme dit le philosophe, il faut délibérer longuement et agir vite, pas l'inverse. 3 choses sur ce projet. Premièrement, sur le fond, moi j'ai pas d'opposition de principe au système par points, même si je continue à ne pas comprendre avec l'âge pivot très bien comment ça fonctionne. J'étais partisan, je l'ai défendu au moment de la primaire et auprès de François Fillon pour une mesure d'âge qui est traditionnellement ce que de ce côté droit de l'échiquier politique on défend, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Et cette idée de vouloir absolument mettre tout le monde au même régime est une ineptie. Vous ne pouvez pas traiter de la même manière. On l'a vu d'ailleurs, le gouvernement est le premier à y avoir renoncé. Il faut maintenir des spécificités parce que les métiers sont différents. Cette diversité fait la force de notre régime social. Deuxièmement, on ne peut pas ignorer qu'un certain nombre de députés En Marche, si mes informations sont bonnes, ont demandé au gouvernement de déposer un autre projet. Ou alors j'ai quelque chose que j'ai pas... un autre projet. Vous me l'apprenez. Ah, il m'avait semblé pourtant qu'il y avait des protestations internes qui... Il y a eu des débats internes, oui, on l'a vu notamment sur un certain nombre de points sur cette réforme. Mais il me semble que effectivement, nous débattons en interne. C'est pas aussi unanime que ça. Voilà, très bien. Alors, et donc, mais pas d'un projet alternatif. Je veux en venir au point suivant. Une motion de censure, il y a toujours un aspect de contestation globale de la politique du gouvernement à l'occasion d'une mesure qui est contestée. C'est toujours, ça se fait de manière très générale. Donc, que les gens un prétexte. C'est quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça sert à dire qu'on n'est pas content. Monsieur Delpech disait ça va retarder les débats d'une demi-journée. Oui, ça va prendre 3 heures, donc c'est pas ça qui va changer le cours des choses. Mais vous savez, on a l'expérience d'avoir eu dans les mandats précédents des textes qui ont été très compliqués, très lourds. On a traité 4 textes sur le terrorisme, sur la sécurité, on a traité ensemble l'état d'urgence, etc. Donc des choses qui sont bonnes. Quand c'est préparé, même si c'est difficile, même si on n'est pas d'accord, le débat se fait dans des conditions normales. L'opposition s'oppose, c'est normal. Là, ça n'est pas préparé. Vous ne pouvez pas dire à la fois, et je suis assez d'accord avec ce que disait Eva Sass il y a quelques instants, sur le calendrier. Vous ne pouvez pas dire d'un côté, on met en place une conférence de financement dont les partenaires sociaux sont en charge. Ils vont rendre leurs conclusions en avril. Oui. Et entre-temps, la première lecture à l'Assemblée aura eu lieu. Ça ressemble à quoi? La conférence de financement décide de quoi? Le Parlement débat de quoi? Donc, en ce sens, il y a déni de démocratie, pourquoi pas, un irrespect en tout cas des acteurs sociaux, ça c'est sûr. Et depuis le début. Attendez, pourquoi irrespect si on tient compte de ce qu'ils nous disent? Non, parce que je pense que le Parlement avant qu'ils aient statué. Et je pense à la matraque. Le mot est donc lâché, autoritaire. Est-ce que c'est celui, Jean-Frédéric Poisson, qui colle à la situation de la France aujourd'hui? Alors, je serais tenté de répondre plutôt oui, mais plutôt seulement. Parce que les institutions démocratiques fonctionnent, l'administration travaille dans les règles qui lui sont fixées. C'est plus une affaire de climat qu'une affaire de décision juridique ou d'emploi systématique et irraisonné de la force. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, et je partage l'avis de... Même si les portes d'entrée de la LANI ne sont pas exactement les mêmes, de Marine Le Pen et de François Ruffin,
Cette question de liberté publique et individuelle, moi, me dérange beaucoup. J'ai en tête en particulier le texte qui a été voté par le Parlement il y a quelques mois sur la liberté d'expression sur Internet. Je vois, une forme de coercition qui est apportée à l'exercice de la liberté d'expression, ce qui pour moi est proprement insupportable. Je vois aussi s'installer une espèce de climat à la fois c'était le début de la crise des Gilets jaunes qui me fait repenser à ça il y a un peu plus d'un an maintenant, de dénigrement systématique, voire d'injures des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, d'emploi assez systématique de la force pour les réduire au silence ou pour les empêcher de manifester, un certain nombre de choses qui pour empêcher de manifester. Oui, ou pour les Jean-Frédéric Poisson, on est dans un pays où pour la 8e fois des gens vont manifester et on le voyait tout à l'heure, le Parlement va déposer une motion de censure. Je vous dis que sur le plan institutionnel, je ne me place pas sur le plan du droit. J'ai commencé par dire ça. Donc je vois bien que les institutions fonctionnent. Je dis le climat qui s'installe, oui, est quelque chose qui va dans le sens d'une domination. Je reprends le mot François Ruffin, il me paraît fondé. D'une domination, d'un courant idéologique très libéral, très dominateur, et qui n'aime pas qu'on le contredise, renforcé par la psychologie personnelle du chef de l'État. J'ai débattu pendant 300 heures avec lui sur la loi qui portait son nom, donc je sais comment il fonctionne, et tout ça produit un climat qui n'est pas bon. Et quand ça s'incarne en plus dans des dispositions qui touchent et qui restreignent la liberté d'expression, en particulier sur les réseaux sociaux, on fait vérifier les trucs, enfin on est dans un système aujourd'hui qui est, réducteur des libertés publiques, je le crois, mais je dirais pas plutôt autoritaire, mais pas plus que ça. C'est une nuance légère. C'est intéressant le propos du président de la République dans l'avion. Une dictature, c'est un régime dans lequel un clan décide de tout seul. Et alors, on n'y est pas? Non, on n'y est pas, monsieur. J'ai l'impression que si. Non, on n'y est pas. Ce concept majoritaire, ça vous dit quelque chose? Oui, j'en ai fait partie. Vous venez de la famille gaulliste? Mais vous n'étiez pas chez les LR? Vous n'êtes pas chez les LR? Pas gaulliste, la République. Vous n'étiez pas chez les... c'est vous qui le dites. On va faire le débat sur le gaullisme. Enfin, quand même, moi, je suis... Bruno Guettel, alors, je suis pas majoritaire et une dérive autoritaire, il y a une différence. Moi, je suis pour le fait majoritaire, ça me pose pas de problème, mais qui dialogue. J'accuse pas de Gaulle. L'IFI a fini par vous convaincre ou pas? C'est pas des questions sur lesquelles je vois forcément très clair, parce que ça rentre assez rapidement dans des débats d'experts chiffrés et c'est pas mon genre de beauté. Il y a la transformation, j'entends ce que vous disiez tout à l'heure, la transformation de l'ISF en IFI jusqu'à aujourd'hui en tout cas fait perdre des recettes importantes à l'État, premièrement. Moi j'étais favorable à la suppression de l'ISF depuis longtemps, donc j'ai pas été choqué par la mesure. Je suis un peu interrogatif sur le fait qu'on ait préféré fiscaliser du patrimoine plutôt que des actifs mobiliers circulants. Ça indique une vision de l'économie ou de l'enracinement, etc., qui me questionne un peu, qui me dérange. Ensuite, la France a des résultats économiques plutôt satisfaisants pour tous ceux qui retrouvent de l'emploi, félicitons-nous-en. Dans un contexte de très grande disparité malgré tout, nous sommes encore le 4e pays de l'OCDE sur les 36 qui ont le nombre de chômeurs le plus important en proportion. Il y a une disparité territoriale terrible, puisque quand on regarde les enquêtes, on se rend compte que les départements où il y a le plus de chômeurs il y a 40 ans sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui, ce qui veut dire alors c'est pas de la faute de... Ce qui veut bien dire que c'est pas de notre faute. Non mais cher monsieur, reconnaissez-moi que... Mais qu'on continue à pas réussir à réfléchir. Froidement, et dernier point, puisqu'on fait le lien, sur la question des seniors, ce qui est frappant là aussi, ça touche directement notre premier sujet. On a un taux d'emploi des seniors qui aujourd'hui, à cause de l'augmentation du nombre d'emplois, avoisine celui des pays comparables. Sur la tranche d'âge 59-64, mais de très fortes disparités, c'est-à-dire un très fort taux d'emploi sur les 55-60 et un très faible sur les 60-64. Dans une période où on explique aux Français qu'il va falloir travailler un peu plus longtemps, ce qui renforce, je crois, l'inquiétude dont on parlait tout à l'heure. Donc tout ça se fait sur un fond de résultats satisfaisants ou plutôt encourageants de l'économie française dont tout le monde doit se réjouir. Je ne vais pas bouder son plaisir. Mais je serais prudent en termes de satisfecit et de satisfaction généralisée et massive sur les résultats actuels. Jean-Frédéric, le mot de la fin, s'il vous plaît, sur ce sujet. Trois choses. D'abord, c'est plutôt la chasse aux voix que la chasse aux voitures. Il faut quand même être clair. Bon. Deuxièmement, on a appris avec les Gilets jaunes qu'il fallait relier la fin du mois et la fin du monde. Ce serait bien qu'on relie aussi la fin de la journée, parce que je suis, moi, effaré de l'impact d'une telle mesure sur... Je suis cycliste, moi, donc j'ai pas de problème avec le vélo, mais je suis effaré de l'impact sur la vie quotidienne, pas que des Parisiens. Et c'est mon troisième point. Paris est une ville mondiale, c'est la capitale de la France, c'est une capitale régionale, et c'est la vie des Parisiens. Il faut tenir les quatre en même temps.
Madame Hidalgo, en l'espèce, pense, pour des raisons électorales, à son électorat parisien, c'est son droit. C'est terrible pour les 3 autres dimensions qui sont liées à la ville de Paris. Paris ne s'appartient pas d'une certaine façon. C'est le propre d'une capitale qui a une dimension mondiale comme la nôtre, et on ne peut pas handicaper à ce point, qu'on réduise la part de la voiture, qu'on trouve des solutions. Très bien. Mais la ville de Paris, tous ceux qui viennent, ceux qui travaillent, ceux qui fabriquent des services, ceux qui déménagent des pianos, j'en sais rien.